On dit d'eux qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme. Les animaux ont une place privilégiée dans nos familles. Les chats, les chiens sont souvent les compagnons d'une vie. Mais depuis la nuit des temps, les bêtes, ce sont d'abord une force de travail et une ressource alimentaire. Une façon de vivre aujourd'hui remise en cause par certains. Le bien-être animal et le végétarisme sont même devenus des questions de société. Pour cette rentrée, bienvenue à Val-de-Reuil, au sein des jardins animaliers Biotropica, un lieu qui révèle notre affection et parfois notre fascination pour les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Tout de suite, le sommaire. Aimer les animaux, c'est d'abord prendre soin d'eux. Notre journaliste a suivi une vétérinaire de campagne. Elle n'a pas hésité à jouer les auxiliaires. Ce sont des membranes en fait tout autour. Les animaux nous font du bien, leur simple présence nous apaise. On parle aujourd'hui volontiers de thérapie animale. Il n'y a pas qu'en Afrique ou en Amazonie que les animaux sont en voie d'extinction. Dans nos campagnes, l'alouette des champs a presque disparu et les responsables, ce sont nous, les hommes. On compte en France 63 millions d'animaux de compagnie. Ils sont présents dans près d'un foyer sur deux. Les chiens, les chats sont bien souvent des membres de la famille à part entière. Mais pourquoi sommes-nous si attachés à ces petits compagnons? Nous en parlerons dans quelques instants avec un chercheur en psychologie sociale. Mais d'abord, on vous emmène dans un lieu bien particulier au sud de Caen, un cimetière pour nos animaux domestiques. C'est un havre de verdure aux portes de Caen, un vaste domaine forestier dont la ville est propriétaire. Une fois passés les futaies, quand on traverse la forêt de Grimbaud d'est en ouest, on découvre la plus paisible des clairières. Mais n'allez surtout pas dire à ceux qui fréquentent les lieux qu'il n'y a ici pas âme qui vive. Vous venez souvent ? Tous les jours. Régulièrement. On vient tous les jours se promener à la forêt. On vient promener la chienne, donc on vient au moins voir, une fois par semaine. Voilà, qu'il y ait pas Au moins une fois par semaine. Là, j'avais remis des fleurs, mais je vois qu'elles ont un peu souffert avec la chaleur. Quand on a perdu Rupert, on s'est dit faut un endroit où on puisse aller. Donc on a choisi Grimbaud, comme on savait qu'il y avait le cimetière pour les petits chiens. On est venu ici. Et puis c'était son domaine, la forêt. Ça, il est chez lui. Oui, c'était chez lui, quoi. Il se promenait tous les jours aussi. Habitué à venir aussi. Et il venait aussi au cimetière, se balader aussi. On l'emmenait aussi se promener dans le cimetière. Donc finalement, c'est bien qu'il soit là, quoi. Voilà, il est mort le jour de son anniversaire en plus. C'est vraiment mal tombé. Au mois de décembre. Et c'était un qui a marqué beaucoup. Celle-là, elle est marrante, celle-là. Ouais, moi j'aime bien celle-là, c'est son regard coquin. Ouais. Elle regarde là, il est marrant aussi. Ah non, c'est chez maman ça. Oui, non. C'est à Mondeville chez maman. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Devant. On voit plus trop les dates derrière. Mais... Rupert, le seul il avait 3 mois, à être enterré au cimetière, était leur 5e chien. Les Loricheux n'ont pas d'enfants. Les dernières années. Regarde Amour, là. Regarde, avec toi. Ouais, c'est vraiment... Ça part, là. Ne serait-il pas un peu gaga de leurs animaux? Ils s'en défendent, conscients des limites. Pas gâteux. Non, attaché, très attaché. Très attaché, voilà. C'est... Il y a des gens qui comparent un peu qui se rapprochent près de l'être humain vis-à-vis de l'animal. Et je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop, quoi. L'animal est un animal et l'être humain est un être humain. Et l'être humain restera toujours au-dessus de l'animal. Alors donc il y a des moments où il faut faire attention, quoi. Pas trop en faire, effectivement. Changement de décor, de contexte, mais pas de passion. L'amour des animaux chez les Madeleine et les Clérambault, c'est une affaire de famille. Comment dire? Présentez-moi votre chien, je vous dirai qui vous êtes. Quand on aime les animaux, on aime les gens, donc c'est important de transmettre ça aux gens. Donc il y a eu la transmission à notre génération, à nous, et puis nous on transmet aussi à nos enfants. C'est hyper important. Ouais.
Je préfère être dehors avec mes chiens que genre être à l'intérieur sur la tablette par exemple. Pour moi, un chien c'est plus qu'un... Pour moi, genre Lasco, mon chien c'est un peu comme mon frère. Pour moi aussi, ça compte un peu qu'un frère. Parce que on est toujours avec lui. Comme dit Clara, dès qu'on pleure, il vient, il nous fait des chouilles, il nous console quoi. Mon Benjamin qui est mort, c'est moi qui l'ai retrouvé mort derrière la porte. Quand on est rentré de l'école, souvent les chiens, quand ils dorment et qu'on ouvre la porte, ils se réveillent, que là, non. Ça fait bizarre de ne plus les voir, ça fait comme si en fait... Ça fait un vide. Ouais, ça fait un trou dans la famille un peu. Ils font une trentaine de kilomètres pour rejoindre le carré familial. Pas moins de 4 tombes. Quand j'ai perdu ma fille, là, ça a été horrible pour moi. Horrible, j'en ai même fait une déprime. Alors on peut dire que c'est excessif, oui. Et je l'ai pleuré, ma chienne. Je venais ici, je ne pouvais pas parler, je vous le dis. Bon, avec le temps fait plein de choses, oui. Donc c'est pour ça, ici, moi je trouve que c'est bien parce qu'on vient une fois de temps en temps, on s'en occupe, et puis c'est un souvenir qui reste, quoi. Et on les abandonne pas, voilà. Ils sont toujours là. Au début, mes parents, à un moment, je les ai entendus dire du coup, il va falloir peut-être appeler le centre pour incinérer les chiens. Et moi, j'ai dit à mes parents, de toute façon, il est hors des questions qu'on brûle mon chien, je veux pas qu'il termine en cendres. Et après, du coup, j'ai dit, je vais les faire enterrer comme a fait mon grand-père. Mon Torgal, il vieillissait, donc je m'étais un petit peu préparé. Et 2 ans avant qu'il parte, j'avais été au Jardin des Plantes voir comment s'organiser sur le jour que ça arriverait, quoi. C'est le passage obligé. Le cimetière dépend de la direction municipale des espaces verts et du paysage. Première chose, donc on va remplir les papiers. Sur ce petit carnet, on va inscrire donc la date de dépôt de l'animal, si c'est un chien, un chat, ou un petit lapin, ou un autre animal. Le nom de l'animal qui va être important puisque c'est celui-ci que l'on va reporter sur la petite étiquette qui sera disposée sur l'emplacement. C'est un vétérinaire, longtemps maire adjoint, qui eut l'idée de ce cimetière il y a 40 ans. Un homme qui avait du flair. C'était avant le grand boom des animaux de compagnie. Pour une place à Grimbaud, on achète une concession renouvelable et la ville s'occupe de tout. Si vous habitez sur Caen et que votre animal fait moins de 10 kg, il faut compter 67,57 €. Et au plus, si vous habitez dans le Calvados et que votre animal fait plus de 10 kg, il faut compter 119,48 €. Donc voilà, la fourchette de prix. Personne n'assiste à l'enterrement, ce sont les employés qui s'en chargent. Nulle cérémonie. À part ça, c'est un cimetière comme un autre. On entretient la partie commune, entre guillemets, les pelouses, ce qu'il y a entre les tombes. Entre les tombes, les massifs, nous on n'entretient pas les tombes. C'est les gens qui entretiennent les tombes de leurs animaux. Et comme partout, on entend dire ici que c'était mieux avant, tellement mieux entretenu. Trop nombreux seraient ceux qui ne renouvellent pas leurs concessions et négligent les tombes. Ces 2 visiteurs s'en désolent. Des raisons de santé les ont tenus éloignés du cimetière. Mais les y revoilà pour des plantations en hommage à leur chat. C'était les narcisses. Ça, c'est ma sœur, les 2 sœurs de ma sœur. Voilà. Qui s'appelait ? Ils s'appelaient Minou Gris et Minou Joli. Tous les 4 ans, je demande à la mairie la possibilité de, s'ils m'accordent l'agrément de continuer. En général, jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais été refusé. On ne voit plus rien de l'étiquette derrière le buis planté là en 2004. L'autre chat fut enterré en 2006, sous les narcisses, les cyclamènes ou les œillets d'Inde, selon les saisons. C'est dire si après tant d'années, ce petit cérémonial impose le respect. Mais moi j'aimais trop mes chats.
Hugo Buxom, vous êtes doctorant, chercheur en psychologie sociale. Comment on explique que ces propriétaires d'animaux qu'on vient de voir dans leur reportage, ils aient tant besoin de se rappeler la mémoire de leur petit compagnon comme ils le feraient avec un être disparu, en fait, un être humain disparu? Je pense qu'une des réponses qu'on peut apporter, c'est que déjà, ce qu'ils ressentent, cet attachement qu'ils ont, c'est un attachement qui est réel. L'attachement, le processus de l'attachement dans notre cerveau, c'est pas l'attachement pour les humains, l'attachement pour Médor ou pour... C'est un attachement, c'est un processus qui se passe. Donc cet attachement, il peut être plus ou moins fort en fonction de la place que va occuper l'animal dans la vie de la personne. Mais si cette place, elle est importante, si elle est centrale, l'attachement, il sera très fort. Après, c'est une question de cohérence. Ça peut sembler un petit peu bizarre, un peu hors norme pour nous. Et après, l'autre versant, c'est on l'amène chez le vétérinaire, il va au congélateur, puis il est brûlé avec tous les autres chiens dans un truc commun. Donc on prend soin de lui jusqu'au bout. Et on prend soin de lui jusqu'au bout. Et puis je pense que c'est important pour les gens peut-être de cultiver le souvenir, de rendre hommage à cet attachement qui était important pour eux, qui occupait peut-être une place importante dans leur vie. Et comment justement ça se crée cet attachement? Alors cet attachement, il est très simple en fait. C'est de base, alors, généralement on va avoir l'animal quand il est petit. Et en fait, automatiquement, notre cerveau, il est programmé pour ça. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on appelle, chez les animaux, la façon dont leur corps a évolué, qu'on appelle le pédomorphisme. C'est le fait qu'ils ressemblent, pour nous, à l'enfance. Ça veut dire qu'ils ont un front large, des grands yeux, un petit nez, une petite bouche. Et on voit comme on leur parle, on leur parle d'une façon un peu particulière. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc. Et tout ça, en fait, c'est des trucs qu'on fait aussi avec les enfants. Et pour nous, en fait, notre cerveau, il est fait comme ça. Et ça va déclencher cet attachement. Et puis après, il y a toutes les interactions qu'on va avoir avec l'animal qui vont le développer. Est-ce que ça compense une sorte de solitude aussi de l'être humain ou pas? Ça dépend, c'est pas forcément... Alors oui, si l'individu est seul, on le voit d'ailleurs de temps en temps, cette relation elle est si forte qu'elle peut porter préjudice. Combien de SDF ont refusé d'aller dans des foyers de peur d'abandonner leurs chiens? Des personnes âgées qui ne veulent pas être mises en maison de retraite parce qu'on ne peut pas emmener leurs animaux avec eux. Des gens à qui ça fend le cœur de partir au travail parce qu'ils abandonnent leurs animaux. Donc oui, cet attachement, il est fort, mais on n'a pas besoin d'être seul. Encore une fois, ça dépend. On peut être très bien entouré, mais avoir une relation exceptionnelle avec son chien. Mais est-ce que c'est nouveau comme phénomène? Pas tellement. La domestication du chien, elle remonte à peut-être 27-32 000 ans. Les premières sépultures, on les trouve pareil, il y a des dizaines de milliers d'années. Donc le fait d'enterrer son chien, c'est pas récent. Mais ça a évolué depuis l'époque où on vivait dans des fermes. Tout à fait, bien sûr, le chien occupe pas du tout la même place. Avant, le chien, il occupait une place dans le foyer parce qu'il travaillait, il apportait quelque chose. Chien de garde, chien de chasse, chien de berger. Aujourd'hui, il occupe une fonction qu'on appelle de support émotionnel et social. Et en fait, paradoxalement, ça fait qu'une centaine d'années qu'ils occupent cette place-là. Ce qu'on voulait avant, un chien de garde, c'est qu'il aboie, qu'il prévienne, un chien de chasse, c'est qu'il chasse. Tous ces comportements qui étaient encouragés, aujourd'hui, ils sont au contraire mis de côté. Et le chien a de temps en temps un peu de mal à s'adapter à ce changement de société et de civilisation. C'est pour ça qu'en 2015, on a créé un statut juridique pour l'animal. Alors oui, ce statut, c'est un premier pas. Il est toujours vu comme bien, donc comme votre iPad ou votre n'importe quoi, comme un meuble. Mais on a reconnu sa sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle montre aujourd'hui que l'animal est doué de cette conscience et qu'il est capable de ressentir de l'affection. On le voit au niveau hormonal d'ailleurs. Ils ressentent les mêmes choses que nous. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, elle est présente chez le chien quand il est avec son maître et chez le maître quand il est avec son chien. Et c'est ce qui fait qu'on se préoccupe plus de son bien-être aujourd'hui? Alors oui, mais il y a aussi tout un contexte socio-économique. Aujourd'hui, on a les moyens de dépenser des ressources en temps, mais aussi en argent, pour son chien. Dans l'après-guerre, quand on savait déjà pas comment se nourrir et nourrir ses enfants, c'était difficile de s'émanciper de cette immédiateté de la vie pour se projeter un peu dans la relation avec l'animal. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de le faire. Merci Hugo. Alors justement, prendre soin de nos animaux, c'est la mission des vétérinaires. Ils opèrent, ils soignent, ils vaccinent, au même titre que nos médecins. Entre ville et campagne, ils sont 1200 en Normandie. Et Angèle, tu as partagé le quotidien de l'une d'entre eux. Des collines verdoyantes, autour desquelles l'Orne s'enroule. En traversant la Suisse normande, je découvre les forêts, les reliefs, les prairies. Et je me dis qu'il y a sans aucun doute ici plus de bêtes que d'hommes au kilomètre carré. De quoi largement occuper Mélanie, qui, dès la fin de ses études de vétérinaire, a choisi de s'installer à la campagne. Bonjour Mélanie. Bonjour Angèle.
Ça va? Ouais, ça va. Pas trop tôt? Non, ça va. Alors c'est quoi la première consultation? Échographie de jument, pour savoir si elle est gestante. Et dès le matin, ça commence fort. Pétula est un cob normand de près d'1 tonne. Une patiente très impressionnante, mais habituelle pour la jeune femme. Ça m'a pas l'air très tendu. Disons que quand elles sont pleines, souvent l'utérus est ferme et déjà la palpation, on le sent. Et... Vous la voyez pas pleine? Ouais, bah, moi non plus malheureusement. Ah bah peut-être un petit bébé. Il faudra la recontrôler. Hein. La naissance est prévue pour juin prochain et Mélanie reverra certainement la jument d'ici là. Départ à bord de sa mini-clinique, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Mélanie avale près de 20 000 km par an entre les exploitations agricoles et la clinique vétérinaire de Thury-Harcourt qu'elle partage avec 3 associés. Aux couleurs de l'école de Nantes. C'est ma blouse d'étudiante. Ça, c'est la classe. Ici, on ne rigole pas avec l'hygiène. Pas de montre, pas de vernis sur les ongles et 3 lavages de mains. Je m'apprête à devenir assistante de bloc opératoire, enfin plutôt spectatrice d'une ovariectomie. Fantaisie n'aura plus d'ovaires dans une demi-heure. Tu incises à un endroit très précis? Oui, juste derrière le nombril. Il est où le nombril? Et ben, c'est la petite tache blanche jusque là. D'accord. On essaie d'ouvrir le plus petit possible. Et je vais essayer d'aller attraper l'ovaire avec un petit crochet. On n'y arrive pas toujours. C'est de l'intestin, là. Ça, c'est du gras. Hein. Donc, mauvaise pioche. Donc, on remet et on repart. Comme quand on est enfant et pêche au canard, c'est un peu pareil. Ce serait presque amusant. Dans le milieu, on appelle ça une ovario. En quelques années d'exercice, Mélanie en a pratiqué des centaines. C'est la routine pour elle. C'est pas un chat. Ouais. C'est un abdomen et on est plutôt comme ça, faut oublier le chat. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, je mettais des champs beaucoup plus grands pour cacher même la tête de l'animal, pour créer une distance finalement, et on est beaucoup plus concentré. Étape suivante, la ligature et la suture, avec de vrais nœuds de chirurgien. Sa dextérité est impressionnante, la cicatrice doit être impeccable. Hop. Un petit grain. On répare pas tout, on n'est pas des magiciens, hein, on fabrique pas des organes comme ça, on fait que enlever, remettre, suturer, enlever des morceaux, raboucher, c'est la plomberie un peu. Ouais. Fantaisie sera chez elle ce soir, en pleine forme. Elle a déjà les yeux ouverts. Journée sans pause, classique pour Mélanie. Le temps d'enfiler ses bottes et on est déjà reparti. Direction un élevage de vaches laitières tout près de la clinique. Moi aussi, je m'équipe, mais apparemment, une petite surprise m'attend. Je vous donne un gant de fouille pour peut-être tout à l'heure, on va voir. Mélanie est venue donner un coup de main à Olivier, l'un de ses confrères. Chacune de ces vaches a récemment eu un veau. Les vétérinaires vont vérifier qu'elles n'ont pas d'infection de l'utérus. Elles ont veillé il y a combien de temps? Chaque bête est inspectée à la main, dans un environnement plutôt hostile. Celle-là, elle est sale. Elle est sale, d'accord. Celle-là, elle est sale. Donc c'est ce qu'on appelle la métrite. En général, ça sent mauvais, mais là, je peux pas vérifier. Et donc, on va mettre une solution antibiotique localement pour aider à désinfecter. Je les trouve bien calmes, toutes ces vaches. Heureusement, parce que chaque bête pèse tout de même 700 kilos. Est-ce qu'il y a des fois où c'est difficile de maîtriser physiquement l'animal? Ouais, physiquement. Oui, mais elles font 700 kilos. Même un homme ne la tient pas. Elles sont plus fortes que nous, qu'on soit une femme ou un homme de toute manière. Hein. D'accord. Alors, main droite. Ouais. Voilà, on remonte bien l'épaule. À mon tour de prêter main forte. Une expérience unique m'attend avec Mina. Un peu désinfectant, je te le donne. Ouais. Et c'est une fille. On nettoie déjà la naissance. Tu vas délicatement, ta main toute droite. Ouais. Et puis tu forces pas. Et puis si c'est bizarre. C'est bizarre, faut que je m'y fasse là parce que c'est super chaud. Ah, je sais pas trop si j'ai envie de le faire en fait. Ouais, j'ai quand même l'impression de l'embêter cette vache. Faut attendre, faut y aller tranquille. Ok. Et donc là, je peux mettre mon bras jusqu'où? Bah, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, tu vas sentir le col. Est-ce que tu sens des liquides à l'intérieur? Du gel? Bah, je sens des membranes en fait tout autour. Ouais, et bah essaye de les attraper délicatement et puis tu les ramènes, tu les sors. Non, j'ai rien attrapé, ça se trouve, je suis même pas allée au bout en fait. Ça se trouve, il n'y a rien. Hein, ça se trouve, elle est propre. Elle est propre, hein. Il n'y a rien. Hein. T'as bien fait ton travail, elle est propre cool. et c'est super. Merci Mina. Rencontrer les éleveurs, prendre soin de leurs bêtes, c'est l'aspect du métier que Mélanie préfère. C'est pour tout ça que la jeune femme a choisi d'exercer en pleine campagne. C'est intéressant d'être le
Le partenaire de quelqu'un, d'une filière de production. Voilà, si on n'était pas là, il n'y aurait pas d'éleveurs, ou je pense, ou ce serait plus difficile pour eux. C'est soigner leurs animaux auxquels ils tiennent, qui est leur outil de travail. Je pense que c'est un rapport avec les animaux beaucoup plus sain que finalement dans l'animal de compagnie, finalement. Ah bon? Oui. Ah ouais? Plus raisonnable, je pense. D'accord. Retour à la clinique où de plus petits animaux attendent leur consultation. Pixel, 10 ans. Oui, je crois, oui. À l'accueil, je rencontre Thierry et son labrador, la chienne que tout le monde adore. Elle est un peu inquiète là parce que c'est la première fois qu'elle vient ici. Donc Ah ouais. je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne connais pas. Ça va bien se passer, je pense. Puis ce qui est bien, c'est que dans la salle d'attente, il n'y a pas de chat en même temps, quoi. Donc, Pixel est en forme, mais elle a une grosseur mammaire. 50% des chiens en ont. Et que ce soit bénin ou cancéreux, l'opération est inévitable. Ça commence à être gros. Ouais. Donc l'idéal, en fait, ce serait au minimum d'enlever cette tumeur-là et les 2 mamelles qui la suivent. Parce qu'assez souvent, elles communiquent entre elles. Et parfois, si on n'enlève que la mamelle qui pose problème, une autre tumeur peut apparaître sur la voisine 1 mois ou 2 après. Et on s'en veut de ne pas avoir enlevé les mamelles à côté. Elle est plutôt détendue, Pixel, pour une première chez le vétérinaire. La facture s'élève à 300 €. Thierry n'a pas hésité une seconde. Il prend rendez-vous dans 1 mois pour l'opération. Bonne chienne. On l'opère le matin, elle se réveille tranquillement l'après-midi, puis vous la récupérez en fin de journée si elle est sur pied, quoi. je veux dire, si on a un chien, faut en assumer les conséquences, quoi. On ne peut pas laisser une bête avec quelque chose qui risque de mettre en péril sa vie, quoi, tout simplement, quoi. On lui doit ça, quoi. Au revoir. Et c'est la fin d'une journée intense pour moi, mais pas pour Mélanie. Je la laisse avec un chat, victime d'un accident de la route. Qu'elle soigne des animaux de compagnie ou des animaux de ferme, son dévouement reste le même, guidé par un seul souci, le bien-être animal. Antoine Thibault, vous êtes éleveur de vaches laitières dans l'Eure. Sur Internet, vous êtes AgriSkippy. En fait, vous vous êtes fait un nom avec des vidéos dans lesquelles vous défendez vos valeurs. Vous, quel est le rapport que vous entretenez avec vos bêtes? Alors, mes vaches, bonjour, mais mes vaches, c'est pas comme mon chien. Par contre, mes vaches, je leur apporte, si je veux qu'elles me donnent tout, il faut que je leur apporte le meilleur. C'est un partenariat donnant-donnant. Je leur donne quotidiennement à manger, je leur donne quotidiennement à boire, elles n'ont jamais faim, elles n'ont jamais soif. Je les soigne quand elles sont malades et je les préserve des blessures et des prédateurs. Et en retour, je prends leur lait. Alors, elles ont un petit nom que j'utilise assez peu, ça reste folklorique. Mais je suis attaché à mes vaches, mais pas comme un chien. Alors avec nous, il y a Léo Lester. Vous êtes le représentant canet de l'association L214 qui milite contre la souffrance animale. Et Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime, vous avez participé à la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Alors Léo Lester, au sein de votre association L214, vous militez contre la souffrance animale. On connaît tous ces vidéos chocs dans les abattoirs. Quel est le problème en fait dans ces abattoirs? D'où vient cette souffrance animale? Oui, on peut se poser la question en effet de savoir comment ça se fait qu'on voit ces images se répéter incessamment. Nous, on pense qu'il n'y a pas de mort douce dans les abattoirs. Il n'y a pas de manière douce de mettre fin à la vie d'un animal qui veut vivre. On le voit d'ailleurs, ils résistent énormément dans ces images. On voit qu'ils tiennent à leur vie, c'est la chose à laquelle ils tiennent le plus. Ils essayent de fuir le couteau et de sauver leur vie. Christophe Bouillon, vous, dans la commission d'enquête, vous avez observé l'élevage, le transport, l'abattage des animaux. Qu'est-ce que vous avez pu voir de cette réalité? D'abord, si je me suis investi pleinement dans cette commission d'enquête, c'est parce que je voulais que ça ne soit pas le procès ni des éleveurs, ni de la viande. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment, concrètement, dans un abattoir, on respectait ce principe qui est essentiel, qui est celui du bien-être animal. Alors, on a fait des visites un peu partout. J'ai moi-même ici, en Normandie, visité par exemple l'abattoir du Neubourg, Canibarville, Le Trait et beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté d'abord qu'il y avait des différences entre les abattoirs, parce qu'on ne peut pas mettre sous un même vocable l'ensemble des abattoirs. Il y a des abattoirs avec beaucoup de débit, donc beaucoup de cadence, une mécanisation assez forte. Et puis il y a aussi des abattoirs, j'ai envie de dire, à taille humaine, de proximité. Chacun joue son rôle. Juste une question, Antoine Thibault. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette souffrance animale, vous qui êtes éleveur d'une petite exploitation? Alors complètement, parce que moi je n'élève pas mes vaches en leur donnant le maximum de soins de leur naissance jusqu'au jour où elles partent de la ferme.
pour qu'elles souffrent lors de l'abattage. Et en me renseignant, je trouve qu'il y a des possibilités qui sont l'abattage à la ferme, c'est possible en Suisse, où l'éleveur, avec un coup de fusil, abat directement sa bête. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ce genre d'initiative où la bête ne souffre absolument pas. Mais la problématique, c'est peut-être pas seulement de savoir si la mort est soudaine ou pas. Il faut aussi se poser, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est légitime de mettre fin à la vie d'animaux qui veulent vivre, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de nécessité. Donc il faut remettre en question le fait de manger de la viande? Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut se nourrir et être en parfaite santé, qu'on soit sportif de haut niveau, femme enceinte, même les nourrissons, sans consommer de produits animaux. À partir de là, il y a une question de légitimité qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on continue d'abattre 3 millions d'animaux chaque jour? Je n'ai pas fait d'erreur, je répète, 3 millions d'animaux chaque jour dans les abattoirs français. Vous allez nous dire, Christophe Bouillon, votre sentiment là-dessus. Peut-être un mot pour vous, Antoine Thibault, vous êtes en désaccord profond, j'imagine, sur la question. Disons que sur ma ferme, c'est facile. Moi, j'exploite 75 hectares, donc 15 hectares de prairies inondables et 15 hectares de terrain trop séchant pour faire pousser quoi que ce soit d'autre que de l'herbe. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, humains, on ne digère pas l'herbe et il n'y a que les vaches qui peuvent le faire, les ruminants qui peuvent le faire. Et en cela, sur ma ferme, à part des vaches, je ne pourrais rien faire d'autre. Christophe Bouillon, sur ce désaccord? Moi, je suis d'accord sur le fait que, d'ailleurs, ça fait partie des propositions qu'on a pu faire sur l'abattage à la ferme de façon mobile. Ça existe en effet en Suisse. C'est un coût, c'est quasiment 1 million d'euros quand même. Il faut apporter toutes les garanties malgré tout en termes de contrôle. Oui. Sinon, je voudrais réagir par rapport à notre collègue de L214. C'est finalement la limite de l'exercice et le piège dans lequel on ne voulait pas tomber. C'est de faire le procès de la viande. On est dans un pays libre, on peut manger ce qu'on a envie de manger. Il faut faire attention, on sait qu'il faut une nourriture équilibrée, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet pour nous, c'était vraiment le respect du principe de bien-être. La souffrance animale, on peut la réguler quand même, au-delà de changements de comportement, Léo Lester? Je voudrais répondre, je ne crois pas avoir donné le sentiment que les éleveurs sont nos ennemis ou qu'on fait le procès de la viande. Alors, il fait que je ne comprenne pas vraiment ce que ça signifie, faire le procès de la viande. Nous, ce qu'on encourage, c'est à modifier ses pratiques, ses habitudes. Parce qu'aujourd'hui, si on mange de manière excessive, souvent beaucoup de protéines carnées, beaucoup d'animaux, c'est davantage par habitude. Donc c'est votre seule solution? On ne peut pas réguler un abattoir, il faut l'interdire? La réduction, je veux dire, elle est importante pour plein d'aspects. Évidemment pour épargner des vies animales, mais aussi on l'a vu pour des problématiques environnementales, l'utilisation de l'eau, la pollution des eaux, pour les problématiques de réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que l'élevage est la source la plus importante, une source plus importante d'émissions de gaz à effet de serre que tous les transports réunis. Quand on voit l'état du réchauffement climatique, c'est des choses. On ne peut pas ne plus se poser la question aujourd'hui de nos modes de consommation. Mais justement, moi je voudrais quand même poser la question de savoir. Moi je ne suis pas totalement contre le fait de diminuer la consommation de viande. Et je me dis que si on doit manger moins, qu'on mange mieux. Et que c'est en France qu'on produit le mieux la nourriture et notamment l'élevage. Je trouve ça formidable qu'il y ait des évolutions comme ça qui aillent vers du mieux pour les animaux. Je trouve ça, on parle souvent de vaches. On va s'arrêter là, je crois que le débat pourrait prendre encore bien longtemps. Merci beaucoup, à vous, messieurs. Et après avoir évoqué le mal qu'on fait aux bêtes, on va s'intéresser maintenant au bien qu'ils nous font. Les amoureux des animaux connaissent ce plaisir d'un chat ronronnant sur ses genoux ou d'un chien fougueux heureux de vous retrouver. Nos petits compagnons nous apaisent, nous font rire, nous consolent. Ils peuvent également nous aider à aller mieux. Depuis les années 50, les animaux sont associés à des processus de soins à travers des médiations ou des thérapies spécifiques. Nous en parlerons dans un instant avec une professionnelle. Mais d'abord, nous sommes allés à la rencontre de personnes âgées ou handicapées pour lesquelles le contact régulier avec un animal est une réelle source de bien-être. Alexis a 22 ans. Il vient chaque semaine au centre équestre de la Scie, un rendez-vous qu'il savoure. Tu m'as ramené une poule au chocolat ? Alexis est atteint de cécité et de troubles psychomoteurs, mais il aime les nouvelles expériences et les sports de plein air. Oh, t'entends, cheval ? Bah oui. C'est qui t'entends, cheval ? C'est Gitane qui t'attend. On va caresser Gitane ? Ah, ça va.
Allez, on va caresser Gitane, mon grand. Allez, là, regarde. Regarde, touche. N'hésite pas à toucher, regarde. Comme ça. D'accord, Alexis? Alexis était déjà un bon nageur et sa mère savait qu'il était aussi capable d'être un cavalier. Voilà, t'es compté? Depuis tout petit, il a toujours aimé les animaux et il a toujours aimé les chevaux. Ah, c'est-à-dire qu'il en avait rencontré En se promenant, en vacances, toucher les chevaux, les caresser, il a toujours aimé. Allez, tourne-toi. Voilà, super. Tu t'avances un peu dans la salle, Alexis? Si. Avance-toi un peu. Super, c'est bien les filles, j'arrive. Tu la caresses un peu? Tournez à gauche, tu lèves ta main gauche. D'accord? Après, tu abaisses une fois que la jument, elle a tourné. D'accord, Alexis? Allez, coup de talon, mon Alexis. On va la faire marcher un peu. On va se détendre un peu, on va parler. Et on va rigoler, hein? Le club de Longueville-sur-Scie n'a pas peur des différences. Pour Alexis, il a fait du sur-mesure. Ici, on n'appelle pas cela de l'équithérapie, mais de l'équitation qui s'adapte à tous. Stop! Ouais, super, tu m'as pas écrasé. Nous, on n'est pas des soignants, hein. Nous, on est des enseignants d'équitation et avec une fibre sur ces particularités-là. Donc après, c'est tous les jours qu'on cherche, tous les jours qu'on trouve des solutions de communication et des capacités de partage. Alexis rayonne sur son double poney Gitane. Le bruit des sabots, le souffle du cheval, c'est du rythme et lui adore la musique. Et on voit à ton visage, Alexis, que t'es heureux. C'est du bonheur. C'est chouette. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Alexis progresse à son rythme et s'épanouit. L'équitation fait désormais partie de sa vie. Ouais. La présence d'un animal procure aussi bien-être et joie dans cette maison de retraite de Notre-Dame de Bondeville. Le Golden Retriever Indigo vient chaque matin saluer des résidents en compagnie de Laetitia, aide médico-psychologique. Le beau petit chien. Oui. Mon petite bête, oh, c'est si gentil. Je pense qu'il est là, il est bien. Il est bien. Il aime tout le monde, il est gentil, il se promène. Hein? Il est mignon. Allez, on y va, Loulou. Tenez. Merci. Est-ce que vous l'aimez bien, Indigo? Je l'aime, oui. Vous l'aimez? Oui. Parce qu'il est gentil. Oui. Et puis il se laisse flatter. Il n'est pas violent, rien. Je l'aime bien. T'es mouillé, toi. Et il a bavé à cause des gâteaux. Est-ce que vous êtes prête, Madame Cognard? Vous êtes habillée? Vous êtes coiffée? J'adore les bêtes. Mon mari a fait du dressage. On a fait l'élevage du beauceron. Ouais. C'était moi qui s'occupait des tout-petits, au biberon. Ça met de la vie. Ils ont pratiquement tous eu des animaux chez eux. Donc en arrivant ici, en ayant le chat d'abord et après le chien, c'est vrai que ça leur permet de retrouver un aspect de leur vie d'avant. Ici, il y a aussi un chat nommé Velours. Il a fini par accepter l'arrivée du Golden Retriever formé par l'association Andy Chien. Cette présence animale rompt la monotonie et c'est devenu un attrait. On fait des visites d'admission, en fait, où les gens qui sont amenés à rentrer viennent quelques heures dans l'établissement, échanger avec nous. Et le fait, dès qu'ils voient le chien ou le chat, c'est mais il y a un chien, il y a un chat ici, mais c'est une maison. Les angoisses, la tension artérielle, la nervosité diminuent grâce à ces animaux. Indigo a fait récemment son premier accompagnement d'une personne en fin de vie. Un truc un petit peu magique, d'apaisement, de sérénité. Évidemment, c'était une dame qui adorait les chiens. Mais il apporte en fait le chien contre la personne en fin de vie, apporte une chaleur. C'est complètement magique quand même. Indigo vit 5 jours sur 7 à la maison de retraite et passe ses week-ends en famille.
L'expérience de médiation animale est concluante. Il est prévu qu'un résident vienne bientôt avec son chat. Emmanuelle Chalot, vous êtes intervenante en médiation animale dans des maisons de retraite ou auprès d'adultes handicapés. On vient de voir quelques exemples dans lesquels les animaux permettent d'aller mieux. Qu'est-ce qui fait finalement qu'ils nous procurent autant d'apaisement ? Je dirais que les animaux sont spontanés dans leurs relations et contrairement aux relations qu'on peut avoir entre nous, entre humains, les animaux ne vont pas tenir compte de notre handicap, de notre âge et vont venir directement établir le contact s'ils le sentent avec nous. Et ce contact peut être effectivement apaisant et bienfaisant pour les personnes. Sans jugement. Sans jugement, exactement. Quelle vertu thérapeutique ça procure un animal, le contact avec un animal ? Je dirais qu'ils sont naturellement apaisants du fait de leur contact, de leur relation qui est simple. Et par exemple, pour des personnes qui sont en difficulté de communication, la communication ne va pas forcément être verbale avec eux, mais du moins par le contact, on va pouvoir communiquer avec eux, établir une relation apaisante. Et ça marche avec quel type de public ? Avec tous les publics ? Parce qu'on voit c'est d'abord pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. C'est d'abord ces personnes-là qui sont le public visé ? Alors moi, ce sont les publics avec lesquels je travaille. Après, je dirais que l'animal, si on en a dans notre entourage, on peut constater que la relation elle est bénéfique pour tout le monde. Après, pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, ça va stimuler des fois des... Comment concrètement ? Par exemple, j'ai parfois dans des EHPAD des personnes âgées, des personnes Alzheimer par exemple, pour lesquelles le langage était complètement incohérent. Et le fait de les mettre en contact avec le chien ou un lapin va stimuler le langage et faire appel à des souvenirs où je ne sais pas trop comment ça se passe dans leur cerveau. Mais toujours est-il que d'un coup, ils vont pouvoir reformuler une phrase cohérente, compréhensible et en lien avec le contexte. Donc ça sollicite la mémoire aussi La mémoire, le langage, les émotions, le sensoriel, la mobilité. Par exemple, des personnes à mobilité réduite, pour lesquelles parfois un psychomote ou un kinésithérapeute va demander à faire des gestes avec un objet. Là, de tendre le bras spontanément pour caresser l'animal, ça va être tout de suite plus facile que si on leur demande de le faire sur consigne en fait. Donc ça peut être considéré comme un complément de soins à part entière en fait Oui, alors il y en a qui parlent de zoothérapie ou de médiation animale, après chacun s'entend, mais effectivement il peut y avoir un effet thérapeutique si le professionnel qui est derrière ce projet de médiation animale est un thérapeute lui-même, donc un kinésithérapeute, un ergothérapeute. Lui va savoir pourquoi il met ça en place et l'animal va être vraiment le médiateur de soins dans ce cas-là. Mais ça peut être un soin à part entière ? Un soin à part entière s'il est mis en place par un thérapeute, ce que je ne suis pas, mais avec les thérapeutes avec lesquels je travaille. Croyez. Mais j'y crois. Merci Emmanuelle. Merci à vous. On poursuit avec une autre problématique, celle des espèces animales en danger. Depuis longtemps, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais le phénomène s'accélère. La biodiversité s'appauvrit sur notre planète en raison de l'activité humaine. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 12 500 espèces animales sont aujourd'hui menacées sur Terre. Des chimpanzés, des gorilles, des rhinocéros. Certains parlent déjà de la 6e extinction de masse des animaux. Et dans nos campagnes aussi, des espèces disparaissent. C'est le cas pour quelques oiseaux, comme l'alouette. Ils chantent, et rarement de gaieté de cœur. C'est leur façon de parler, d'alerter, de défendre et de marquer le territoire. Ces oiseaux sont tellement communs, tellement petits, que nous serions tentés de ne plus vraiment y prêter attention. Donc son nom, c'est le troglodyte mignon. Et il les enchère pour la masse. Il est bien nourri, lui. 9,25 g. Ces inconnus de nos jardins sont pourtant des trésors de la nature. 18,25 g. Cette fauvette à tête noire ira passer l'hiver au chaud, de l'autre côté du Sahara. Notre fauvette à tête noire normande, elle va revenir dans ce bosquet l'année prochaine pour faire ses petits. Elle ne va pas nicher du tout en Afrique. Et pas 2 km plus loin, ce sera ici. Ce sera ici, oui.
très casaniers les oiseaux, malgré leur capacité à faire des milliers de kilomètres. Mais en fait, c'est un peu comme nous, hein. On voyage beaucoup, mais on revient toujours à la maison. 17,5 de masse. Dans ce bosquet, les comptages effectués par le groupe ornithologique normand sont plutôt rassurants. Mais ce précieux équilibre est fragile. Il y a l'inquiétude que le bosquet disparaisse sur tout ça, parce qu'il peut avoir une coupe de haies au mauvais moment. On ne coupe pas les haies entre mars et juillet. Il faudrait que tout le monde se mette ça dans la tête. Et puis après, si la haie reste, cette espèce reviendra chaque année. Quelques pas de côté, et le paysage change du tout au tout. De la luzerne à perte de vue des parcelles de blé sans fin. Dans la plaine, le comptage s'effectue à l'oreille. Donc là, pinson des arbres. Derrière nous, alouette des champs. Une autre qui est là-bas. L'alouette des champs niche depuis toujours dans les cultures. Elle se nourrit de vers, de chenilles, de graines et d'insectes. En faisant un protocole d'écoute de tous ces chants qu'on entend, ça nous permet d'avoir une idée de cette population d'alouettes. Et on a vu qu'en l'espace de 30 ans, on a moins de contacts. Ça veut dire que les oiseaux, ils sont plus là. Avant, on pouvait avoir une alouette pour 5 hectares. Maintenant, si on a une alouette pour 100 hectares. Donc, on a changé la donne. L'alouette des champs, la gentille alouette de la chanson, se raréfie. Les chiffres sont alarmants. En Normandie, la population s'est effondrée de 77% en à peine plus de 20 ans. Son chant, reconnaissable entre mille, marque un territoire qui semble soudain lui être devenu hostile. Elle nous dit qu'il se passe quelque chose et c'est pas bon. Elle était là depuis des millions d'années, elle disparaît en 30 ans, c'est bizarre. À l'autre bout de la plaine, là où commence le pays d'Auge, un autre bourdonnement familier des beaux jours nous interroge. Ça sonne creux, hein? Ah bah c'est vide. Cela va faire 40 ans que Michel Langeard élève des abeilles pour le plaisir de les voir reprendre leur envol dans les premiers rayons du soleil. Au printemps, quand j'ai vu qu'elles tournaient pas beaucoup, j'ai regardé dedans et en fait, il n'y avait plus personne. Donc elles ont disparu? Ah ben, elles ne sont pas rentrées à la ruche. En urgence, il a fallu retrouver 3 essaims pour que la campagne bourdonne un peu. Dans la commune, cet hiver, tous les apiculteurs ont perdu des ruches. C'est quand même pas normal, parce que jusqu'ici, les abeilles trouvaient toujours le moyen de rentrer à la maison, et là, qu'elles soient désorientées, ou alors elles sont intoxiquées et puis elles crèvent sur le terrain. Mais c'est quand même pas normal qu'elles soient disparues comme ça rapidement. Le vrombissement couvre leur bourdonnement. Les parfums de peau d'échappement masquent ceux des fleurs, mais les essaims n'en ont que faire. Quand il n'est pas attaqué par le frelon asiatique, le rucher-école du Calvados se porte à merveille. Par les temps qui courent, l'abeille vit mieux en ville. Et c'est un comble. Étonnant, oui, le monde à l'envers. L'association Abeilles Normandes du Calvados a mené son enquête. Entre janvier et mars, les apiculteurs ont perdu 32% de leurs ruches. La situation serait pire encore en Seine-Maritime et dans l'Orne. Lorsque les abeilles commencent à mal se porter, il y a lieu de se poser des questions sur la qualité de l'environnement, puisque leur vie même dépend de l'environnement. Et donc, si leur vie est mise en danger, c'est que l'environnement se dégrade. Les abeilles partagent sans doute le sort de bien d'autres insectes. Moins d'insectes, cela signifie aussi moins de nourriture pour les oiseaux durant l'été. Plusieurs espèces emblématiques de la plaine déclinent dangereusement. La linotte mélodieuse gazouille moins, le bruyant jaune dépérit. L'agriculture intensive fait un coupable tout désigné. D'ailleurs, peu d'agriculteurs acceptent d'aborder ce sujet sensible. Salut James. Pas simple aujourd'hui de faire comprendre le métier, ses impératifs de rentabilité et le mal nécessaire que cela suppose parfois.
La chimie, par exemple. Non, enfin, je souris, mais on ne traite pas par plaisir. On le fait parce qu'il faut le faire. Et puis, attention, la chimie, comme toi et moi, quand on est malade, on prend un médicament. Et ben, c'est pareil, la plante, elle est malade, on la soigne, on ne la laisse pas comme ça. Voilà. Les traitements coûtent cher, mais ils garantissent aussi le rendement. Ils sont rentrés dans un cercle économique et maintenant, il faut qu'ils en sortent écologiquement. Si on trouve une solution naturelle en disant avec plus d'alouettes, plus de buses, des busards, vous éliminez les prédateurs qui font des terriers, etc. Et ce sera les premiers à mettre plus de piquets sur les bords des chemins pour que ces oiseaux puissent se poser. Mais il faut que derrière, l'industrie agricole propose. Parce que pour l'instant, on leur propose juste des produits chimiques en gros. D'ailleurs, l'agriculture peut-elle être désignée comme seule responsable quand la ville dévore ses meilleures terres? La modification du paysage depuis ces 70 dernières années est manifeste et grandiose et suffit juste à elle-même d'expliquer cette baisse de biodiversité. C'est pas le monde agricole qui est responsable, hein. C'est les promoteurs, c'est les maires qui ont vendu du parcellaire pour avoir plus d'habitants. Et puis tout ça, voilà, ça a bouffé de la plaine. Et on se doute bien que d'ici quelques années, ce terrain va être construit. Et tout ça, ça va être bouché petit à petit. L'agronomie a aussi fait des merveilles. Dans ces parcelles toujours plus vastes, rien ne dépasse. Dans la plaine de Caen, un couple d'alouettes doit désormais régner sur 30 à 40 hectares pour assurer sa survie. Si ça régresse, il faut qu'on se pose des questions aussi pour l'homme. Il faut se dire, c'est bizarre, ça régresse, ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans la chaîne alimentaire et nous on en fait partie. Donc on peut toujours faire semblant que ça ne nous atteint pas, la nature est par là et l'homme est par là, sauf qu'on est liés et que le jour où on n'aura plus d'alouettes, peut-être que ça sera trop tard pour essayer de sauver la planète. L'alouette chante, mais qui l'entend encore ? Et on se retrouve en compagnie de Laetitia Lassalle. Vous êtes l'une des responsables de ce parc zoologique. On trouve ici 140 espèces, la plupart d'entre elles sont menacées. Comment on explique que ces animaux disparaissent de la Terre ? Alors malheureusement, cette disparition elle est principalement due à l'homme, puisqu'on va avoir différentes causes de disparition selon les espèces évidemment, mais ça va aller de la déforestation pour faire des plantations de palmiers à huile par exemple, cette fameuse huile de palme, à les villes qui s'étendent et qui prennent de la place. Après, on a d'autres causes comme pour le crocodile, c'est des endroits où il y a beaucoup de guerres civiles, donc du coup finalement les populations font un petit peu ce qu'elles peuvent, donc elles vont moins se soucier des animaux, évidemment ça paraît logique, mais elles vont du coup coloniser un peu plus les territoires des animaux, donc voilà, souvent les causes de disparition sont malheureusement humaines. Il y a eu une accélération ces dernières décennies de la disparition des espèces ? Oui, il y a eu une accélération, on le voit bien, un des critères on va avoir, c'est la liste rouge de l'IUCN, qui est l'Institut international de conservation de la nature, et ils vont faire des études constamment sur le terrain, ils ont des équipes un peu partout, et ils vont classer les animaux de abondants dans la nature à éteints. Et donc il y a différents paliers, et on se rend compte que la tendance va plutôt vers le critically endangered, donc en danger critique d'extinction, qui est le dernier palier avant l'extinction, plutôt que dans l'autre sens, à retourner vers les abondants. Alors face à ça, l'une de vos missions, c'est de préserver les espèces menacées. Comment est-ce que vous choisissez ces espèces ? Alors nous, quand on va choisir les espèces qu'on accueille à Biotropica, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Il y a évidemment les visiteurs, puisque les visiteurs sont importants, le parc est là pour eux. Donc on va choisir certaines espèces qui sont plébiscitées par les visiteurs. Mais à côté de ça, ce qui nous paraît important à Biotropica, c'est d'avoir des espèces méconnues, qui elles, par contre, sont beaucoup plus gravement menacées dans la nature. Donc en gros, si je prends un exemple, les visiteurs vont venir voir le guépard et vont se retrouver à voir aussi à côté des petites espèces comme le petit écureuil qui va être en train de disparaître. Enfin, voilà, on va essayer de glisser d'autres espèces. Et finalement, on se rend compte que les visiteurs aiment bien parce qu'ils découvrent de nouveaux animaux et des animaux qui sont importants puisque ce sont les emblèmes de ceux qui sont dans la nature. Ils servent à ça, les zoos, à préserver les espèces animales qui sont en voie d'extinction ? On a plusieurs rôles. Les parcs zoologiques ont plusieurs rôles à l'heure actuelle. Un premier rôle qui est un rôle d'émerveillement, on va dire, de permettre aux gens de pouvoir voir ces animaux sans parcourir les quatre coins du monde, parce que c'est pas forcément facile d'aller voir un guépard dans la nature ou d'aller voir un crocodile. Deuxième rôle, on a un rôle aussi de conservation
conservation qui est qu'on va reproduire les espèces mais de façon raisonnée. C'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire toutes les espèces n'importe comment. On ne va pas dire, bon, on prend un mâle, une femelle, pouf, on les met ensemble et ça marchera. Non, on va travailler au niveau européen. Les espèces qu'on reproduit, on sait les lignées génétiques du mâle, les lignées génétiques de la femelle. Et on sait que cette lignée-là est intéressante parce qu'ils ne sont pas consanguins, parce qu'ils ne sont pas du tout affiliés. Donc il y a ça qui va jouer. Et puis il y a aussi certains moments des espèces qu'on va reproduire et d'autres espèces où on va freiner un petit peu la reproduction. Vous travaillez notamment avec le crocodile ici, je crois. Oui, voilà, effectivement. Le crocodile, c'est un des exemples puisque pour le coup, c'est notre directeur qui gère ce programme d'élevage. Donc il connaît toutes les données de tous les individus présents en Europe. Et c'est lui qui va dire, bon, bah, ce mâle, on l'envoie dans tel parc avec cette femelle parce que c'est intéressant. Face à la baisse de la biodiversité, est-ce que l'un des rôles du zoo, c'est aussi d'éduquer les visiteurs? Alors oui, c'est le troisième rôle, effectivement. Nous, on va insister sur justement la façon de vivre dans la nature, le pourquoi ils disparaissent et qu'est-ce qu'on peut faire à la maison qui va faire que on va aider un petit peu, même si ça a l'air de rien, mais si chacun fait son petit bout, au bout d'un moment, on y arrivera. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Si on se fie à la génétique, finalement, l'homme est un animal comme les autres. 98% de nos gènes sont identiques à ceux des grands singes. D'ailleurs, pour certains, il n'existe aucune différence entre l'espèce humaine et les autres espèces, de quoi repenser notre rapport aux animaux. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région. On est mal, on a le dos couvert d'écailles. On sent la paille dans la faille. Et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent.